お二人目の報告者はバイアール酒井さんでいらっしゃいます。酒井さんのご報告はエルサレムの開港権と題されております。では酒井さん、ご報告よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ご紹介に預かりましたアンバヤー酒井です。Je vais donc aussi passer au français. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste évoquer quelques éléments, dont certains dans le prolongement des débats d'hier. D'abord, je voudrais souligner que le texte sur lequel porte cette intervention est un essai, je dirais à défaut de trouver mieux, encore un reportage, un lupo, écrit par un homme de lettres qui est essentiellement un romancier et non un penseur au sens des catégorisations professionnelles. Ce qui signifie aussi que ce texte n'est pas habituellement lu dans la catégorie discursive et intellectuelle du Gendai Shiso. Mais cela n'empêche évidemment pas de le lire à travers un filtre d'interprétation qui est celui de la pensée, pour y voir une sorte de pensée de facto, une pensée agie, une pensée en acte. J'insiste sur ce point parce que, autrement dit, le texte dont je vais vous parler devient pertinent en termes de Gendai Shiso dès lors qu'on l'analyse dans cette perspective, dans le jeu de lecture et donc dans une perspective herméneutique. Autrement dit encore, et dans le prolongement de ce que disait M. Uno hier, mais dans un sens légèrement différent, je prends ce texte comme un narrative, donc un récit, qui n'est pas en première instance un récit de Gendai Shiso, mais qu'il est dans un second temps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais rappeler que Kaiko est né en 1930. Pour mémoire, Mishima est né en 1925 et Oe Kenzaburo en 1935. Donc, il est juste entre les deux, si je puis dire. En reprenant les catégories relatives au Kaikon Kyodotai dont parlait M. Narita hier, dans le prolongement de Mariyama Masao, il fait partie donc, Kaiko, de cette génération qui a connu la guerre, mais ne l'a pas faite, qui ne peut, dans ce sens, se reprocher de n'avoir pas pu l'empêcher, puisqu'il n'avait 15 ans à la fin de la guerre, mais se reproche peut-être, paradoxalement, de ne pas l'avoir faite, et en ce sens, aurait peut-être voulu faire partie plus pleinement, justement, du Kaikon Kyodotai. En tout cas, la guerre reste pour Kaiko une expérience traumatique, mais qu'il va essayer de revivre à travers d'autres guerres. Il tente de comprendre la guerre qu'il a subie, mais n'a pas pu faire, en expérimentant d'autres conflits. Comme vous le savez sans doute, Kaiko est l'un des écrivains japonais de la guerre du Vietnam, où il est allé à de très nombreuses reprises à partir de 1964. Le texte dont je vais vous parler, donc qui date, lui, de 62, fait partie en ce sens des récits de guerre de Kaiko. Et dans le cas de cet auteur, c'est cette configuration qui explique que le questionnement existentiel, dit Tsuzon Teki Omoi dans les termes de M. Uno hier, croise une réflexion sur l'histoire et la démocratie. Que donc suis-je venu faire à Jérusalem se demande Kaiko dans son essai Sabaki wa Owarinu, Justice est faite, publié en 1962 dans la revue Sekai. La formule fait écho au sentiment que l'on éprouve en tant que lecteur à la lecture du texte qui semble porté à la fois par un intérêt passionné et une incompréhension sidérée devant les événements que l'auteur est venu suivre. Intérêt passionné, incompréhension sidérée. Peut-être pourrait-on également qualifier ainsi l'impression que suscite ce texte étrange qui déroute et implique le lecteur aujourd'hui. D'autant plus qu'avant même son écriture, c'est la situation de son auteur qui apparaît d'une grande singularité. Que donc suis-je venu faire à Jérusalem se demande Kaiko. Du point de vue factuel, les choses sont relativement claires. Le 11 avril 1961 s'est ouvert le procès d'Adolf Eichmann, criminel de guerre nazi, lieutenant-colonel SS et grand organisateur de la solution finale. Réfugié en Amérique latine après la capitulation allemande, il est retrouvé et enlevé en 1960 à Buenos Aires par les services secrets israéliens, c'est un épisode bien connu. Il est ainsi ramené en Israël pour y être jugé. Le procès Eichmann a été l'un des plus retentissants, après celui de Nuremberg, bien sûr, pour ce qui est des mises en accusation des criminels nazis. Il a fait également l'objet d'un très célèbre et controversé ouvrage de Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil, publié en 1963, lui.
Autrement dit, le texte de Kaiko est antérieur. Si Arendt a assisté à une partie des débats et s'est appuyé sur les minutes du procès pour écrire son ouvrage, Kaiko, lui, séjourne à Jérusalem en juillet 61, pour assister au débat. Ce sont les impressions et réflexions issues de cette expérience qui font l'objet du texte Sabaki wa Warinu, sur lequel je vais m'arrêter. Mon propos ici n'est pas évidemment de faire de ce texte ce qu'il n'est pas, autrement dit, un très improbable équivalent de l'Eichmann à Jérusalem de Arendt, qui fait d'ailleurs au demeurant plus de 500 pages, alors que le texte de Kaiko n'en fait qu'une quarantaine. L'ambition n'est évidemment pas la même. Mais ce texte n'en demeure pas moins très intrigant. Un écrivain japonais est envoyé pour rendre compte d'un procès certes retentissant, mais qui concerne un pan de la Seconde Guerre mondiale dont le lien avec, si je puis dire, la version guerre du Pacifique de ce même conflit est généralement peu investi, de part et d'autre d'ailleurs, et qui résulte du projet nazi d'expérimentation des Juifs, lequel n'est pas au cœur des préoccupations du Japon. Qu'est-ce donc qui a poussé Kaiko à venir jusqu'à Jérusalem pour suivre et écrire sur ce procès? Qu'a-t-il vu et perçu dans les débats? Qu'était-il donc en effet venu faire à Jérusalem? En réfléchissant sur cette question, peut-être peut-il possible de percevoir quelque chose de la manière dont un écrivain, au début des années 60, pense l'expérience de la guerre, du temps de la mémoire, du droit aussi, pense donc la contemporanéité qui se met en place après 1945. L'intitulé du texte, Sabaki wa Warinu, que l'on pourrait traduire littéralement par Le procès est terminé, reprend en fait le titre sous lequel est connu au Japon le film d'André Caillat, Justice est faite, qui a été Lion d'or à la Mostra de Venise en 1950. Cette fois, donc, en reprenant ce titre et en mettant en scène un procès, Kaiko reprend ce titre pour finalement mettre la dimension du procès même en perspective. La question du droit des vainqueurs est rappelée dès le début, ce qui amène Kaiko à évoquer d'autres procès consécutifs à la Seconde Guerre mondiale, dont celui de Nuremberg, mais aussi de Tokyo. Le biais par lequel l'auteur aborde cette question est l'argument employé par l'avocat de la défense, Servatus, en particulier dans sa plaidoirie finale que Kaiko cite dans ces termes. Le principe fondamental de tout État est la loyauté et la confiance à l'égard de ses dirigeants. L'action est muette, la soumission est aveugle. Telles sont les vertus sur lesquelles l'État s'appuie. Que ces vertus soient louées ou non dépend des vicissitudes politiques. Cette référence à la loi du plus fort a bien entendu été faite dans un premier temps par les avocats de la défense, ensuite par certaines parties des opinions publiques des pays vaincus, pour mettre en cause le principe même de la justice internationale telle qu'elle s'exerce dans les procès des criminels de guerre des Nuremberg. Ce n'est pas sans ambiguïté que Kaiko cite ici cet extrait, car dans le mouvement même du texte, il semble tenir une position complexe. Il faut d'abord préciser qu'à aucun moment, tout au long de ces 40 pages, il ne met en question la culpabilité d'Eichmann. Autrement dit, contrairement à ce que Servatus suggère, la définition de la culpabilité n'est pas pour Kaiko dépendante d'un vent de l'histoire qui aurait poussé la victoire d'un côté ou de l'autre et aurait transformé les criminels d'un jour en héros du lendemain et vice-versa. En revanche, il semble pointer une sorte de fragilité du principe même du droit tant que les États n'ont pas réussi à ériger un principe de justice qui transcenderait les contingences de l'histoire. C'est pourquoi il évoque le rire de Göring dont il a été question hier, Göring Kosho, pour qui le procès de Nuremberg n'était rien d'autre qu'une mascarade. Je lis juste une partie. L'argumentation de Dr Servatus, c'est l'éclat de rire de Göring qui résonnait tous les jours dans le tribunal de Nuremberg. La raison du plus fort est toujours la meilleure. La justice n'appartient qu'aux vainqueurs. C'est de l'humour typiquement américain, ricanait Göring. Jusqu'à ce jour, le monde d'après la Seconde Guerre mondiale est resté incapable de proposer une nouvelle norme susceptible de dépasser cette démonstration radicale de la raison du plus fort. De tous ces atermoiements tragiques et méprisables qui se sont produits au milieu d'une montagne de documents, je n'ai retenu qu'une chose, que jamais il ne fallait refaire la guerre. Cette conclusion est amenée dans le texte comme une sorte de leçon de l'histoire à minima, et pourtant on voit aussi qu'elle fonctionne avec une autre portée que celle d'une simple résignation. Un peu plus haut dans le texte est rapporté un échange entre l'un des juges et Eichmann à propos de Kant et de l'impératif moral tel que Kant définit dans la critique de la raison pratique, et dont l'une des formulations est « Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». Selon Kaiko, Eichmann explique alors qu'il a beaucoup lu Kant, dans une version digest bien sûr,
et qu'il a souffert en hésitant, se demandant s'il devait se conformer à la loi divine, autrement dit à la loi universelle, ou à la loi du Troisième Reich. Inutile de dire quelle a été sa réponse. Ce n'est certainement pas un hasard si Kaiko, parmi de nombreux moments du procès, choisit de rapporter celui-là. Ce même échange a d'ailleurs également attiré l'attention de Hannah Arendt, qui s'attarde longuement sur l'épisode dans le chapitre 8 de Eichmann à Jérusalem, intitulé, lui, « Les devoirs d'un citoyen respectueux de la loi », où elle analyse comment Eichmann invoque Kant en l'adaptant à ce que lui-même appelait l'usage domestique du petit homme. Dans un tel usage domestique, écrit-elle, tout ce qui reste de l'esprit kantien est l'exigence qu'un homme doit faire plus qu'obéir à la loi, qu'il doit aller au-delà du simple principe d'obéissance et identifier sa propre volonté au principe qui sous-tend la loi, la source d'où jaillit la loi. Dans la philosophie de Kant, cette source était la raison pratique. Dans l'usage domestique qu'en faisait Eichmann, c'était la volonté du Führer. La question du détournement de l'impératif kantien n'intéresse pas Kaiko et Arendt de la même manière, bien entendu. Si Arendt insiste sur ce qui reste, en quelque sorte formellement, de l'impératif catégorique dans les principes d'action que s'est donné Eichmann, Kaiko, lui, y voit son côté essentiellement allemand et suggère qu'il s'agit d'une ruse de sa part destinée à s'attirer l'indulgence des Juifs, peuple de savoir et de culture, en évoquant les douloureux tiraillements entre les deux versions de l'impératif. À partir de là, Kaiko s'interroge sur une sorte de dissociation qui s'opère entre culture et action et il voit une caractéristique de l'homme contemporain que le Japon aussi a bien connu. Je vous laisse lire, c'est là qu'on voit intervenir dans le texte une critique du romantisme du Romanha dont il a déjà été beaucoup question hier. Si on interprète ces phrases dans le prolongement de l'interrogation sur l'impératif catégorique, on voit que Kaiko reproche à ces intellectuels de la période de la guerre d'avoir poussé d'autres à l'action au nom d'idées esthétiques et non morales, et dans les termes kantiens, on pourrait dire donc qu'ils ont poussé à l'action sans intégrer aucune exigence d'universalité. Pour en revenir à la conclusion minimale à laquelle Kaiko parvient après avoir déploré les ravages de la loi du plus fort, contradictoire donc avec un droit transcendant les vicissitudes de l'histoire, on comprend dès lors qu'au terme d'une considération désespérée sur l'impossibilité d'une justice indiscutable, il s'agit pour lui de poser à minima une sorte de principe incontestable, un impératif catégorique qui puisse servir d'aiguille dans une boussole du juste et de l'injuste et qui pose une limite au-delà de laquelle règne l'inacceptable. Et que Kaiko ne puisse parvenir à une formulation plus riche, plus développée, qui engage plus fortement l'action, est significatif en soi de la condition de l'écrivain après-guerre, peut-être plus généralement de l'humanité contemporaine, ce qui n'empêchera évidemment pas d'y voir des échos avec certains débats d'une actualité brûlante au Japon aujourd'hui. La référence à Kant et à la réflexion qui court de manière souterraine au long du texte sur l'impératif catégorique n'a pas que des enjeux de civilisation. Dans l'analyse du comportement d'Eichmann, elle conduit à reprendre la dichotomie bien connue entre l'être humain simple rouage d'un système, donc irresponsable, et le même être humain comme individu libre, donc devant répondre de ses actes. Eichmann et la défense insistent, on ne s'en étonnera pas, sur le fait que Eichmann n'était qu'un rouage, alors que selon Kaiko, l'accusation menée par le procureur Hausner s'efforce de transformer le rouage en être humain. Je laisse lire. L'accusation est ainsi amenée à affirmer que dans toute organisation, quelle qu'elle soit, l'être humain garde une part d'individualité et de spontanéité, ce qu'il appelle jihatsei, qui font qu'il ne peut jamais et par principe être considéré comme irresponsable. En face, la défense argue que dans l'organisation du Troisième Reich, fondée sur l'obéissance absolue au Führer, selon ce que Kaiko nomme Shidosha Gendi, le principe du dirigeant, Eichmann, défini comme expert de l'extermination, ne pouvait qu'obéir. Kaiko résume en disant que se heurtent alors frontalement un principe de l'individualité et un principe de l'État, Kojin no gensoku, Tokoka no gensoku, en une dichotomie irréconciliable. Si à bien des égards, le rappel du débat sur la responsabilité individuelle n'est qu'un dérivé de celui sur l'impératif catégorique, Kaiko l'enrichit d'un point de vue qui est plus humain, si l'on peut dire, du point de vue donc de la description de l'humanité, en l'associant à une réflexion sur le rôle de la mémoire. Dès le début du texte, il donne le leitmotiv qui était celui de Eichmann. Je ne sais pas, j'ai oublié, c'était un ordre, je ne pouvais qu'obéir, avec des variantes, je ne sais pas, je n'en sais rien, j'ai oublié, je n'en ai aucun souvenir, etc. L'oubli est évidemment ce mécanisme même qui permet à Eichmann de rejeter la responsabilité,
et d'arguer donc qu'il ne peut être tenu, non pas de rejeter la responsabilité, mais d'arguer qu'il ne peut pas être tenu pour responsable dès lors qu'il ne se souvient pas qu'il est en somme en deçà de la responsabilité. Mais que se passe-t-il alors quand Eichmann est confronté à ce qui est une trace matérielle et indiscutable de son action, à savoir une signature, sa signature, sur un ordre d'extermination envoyé dans un camp? Il ne peut alors que la reconnaître pour aussitôt la renier. Il dit donc, mais cette signature n'a aucun rapport avec ma personne. Et à ce moment-là, le procureur s'exclame, voilà une formulation typique de la bureaucratie allemande. On peut déceler dans ce cri du cœur l'ironie de Kaiko à l'égard du côté germanique donc d'Eichmann. Mais dans la suite du texte, l'auteur raconte un souvenir de sa propre jeunesse quand, dans le cadre d'un petit boulot à la mairie de Osaka, il passait son temps à transmettre facture sur facture à un chef de service dont le travail consistait à les tamponner mécaniquement sans les examiner. Autrement dit, la dissociation qui est exempte de toute responsabilité est un effet de la bureaucratie et non du caractère germanique d'Eichmann. Et si Kaiko choisit d'évoquer un souvenir personnel qui concerne la bureaucratie japonaise, ce n'est pas, là encore, un hasard. De quoi s'agit-il ? Ce à quoi le fonctionnaire bureaucrate renonce, c'est à la spontanéité de son jugement, à son libre arbitre et donc son choix d'action. Et plus encore, Kaiko insiste sur le côté paradoxal du bureaucrate qu'est Eichmann en soulignant que le procureur décèle en lui un libre arbitre dans sa volonté criminelle, Jiratsuki Han'i. Le rouage d'excellence exécutera d'autant mieux sa tâche qu'il va au-delà de ce qui est exigé de lui, autrement dit, en réinvestissant dans son être comme rouage sa qualité d'individu. Donna haguruma ni mo jihatsei to yobareru mono no kisashi ga aru, rappelle Kaiko. Ce libre arbitre paradoxal du rouage entraîne alors Kaiko à livrer un aperçu de sa vision de l'histoire et de ce qui la meut. Le procureur avait reconstitué, donc pendant les débats, jusque dans les moindres détails, le déroulement de la conférence de Wannsee, donc du 20 janvier 1942, où avaient été arrêtées les modalités d'exécution de la solution finale. Et le procureur donc avait bien sûr montré quelles étaient les motivations de chacun des participants, mais aussi, et bien plus prosaïquement, il avait indiqué où se tenait Eichmann lorsque la réunion terminait, tout le monde était passé aux libations, s'il était à droite ou à gauche de la cheminée, jusqu'au nombre de verres de cognac qu'il avait bu. En écoutant, Kaiko confesse avoir été pris de vertige. Et il dit donc, en comparant dans mon esprit cette miniature comme réalisée au microscope électronique qui cherche à restituer jusqu'au parfum du cognac imprégnant les lèvres en un après-midi vieux de plus de 20 ans, et le gigantesque paysage qu'a fait naître ce parfum, j'ai éprouvé une fois de plus une sorte de vertige. Fort des décisions prises lors de cette conférence, dès le lendemain, le lieutenant-colonel Blond était à son bureau pour élaborer des horaires de train qui allaient couvrir toute l'Europe. Au départ de Paris, Rome, Berlin, Budapest, Varsovie, Vienne, des trains de marchandises chargés d'humains s'étaient ébranlés en direction de l'Est pour emporter vers Majdanek, Treblinka, Sobibor, Dachau, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Lublin, mais aussi Auschwitz, 6 millions de morts, maculés de souillures, apparus là pour disparaître comme une inondation avalée par le sable. L'horizon, les prés étaient luisants de sang, d'urine, de crasse, de graisse, et le lit des rivières brillait, enseveli sous les fragments d'eau. Le récit de Kaiko ici est presque cinématographique. À partir de la miniature, on opère une sorte de travelling arrière qui, sans solution de continuité, nous mène jusqu'au convoi des déportés et à la carte des camps. Mais ce mode de narration ne fait que traduire une réalité de la causalité historique et de la manière dont un détail, si je puis dire, déclenche une succession d'événements menant jusqu'à la pire des catastrophes et au paysage qu'habite la mort. C'est ce détail, parce qu'il se situe d'abord au niveau de l'individu qu'est Eichmann, qui définit sa responsabilité historique. Mais la question de l'individu se réfracte encore d'une autre manière dans le texte. Si l'individu Eichmann ne saurait échapper à sa responsabilité historique, c'est encore parce que ses actions ont conduit à priver de leur individualité toutes les victimes devenues anonymes dans la froideur du nombre de 6 millions de morts. Ce nombre de 6 millions revient de façon presque obsessionnelle dans le texte. Dès les premières pages, Kaiko rapporte les propos d'un Américain rencontré à Jérusalem qui clame que pour les 6 millions de victimes, Eichmann devrait recevoir 6 millions de coups de couteau. Le propos est condamné par ceux qui assistent à la scène, ce qui n'empêche pas ce nombre de faire ensuite constamment retour dans le texte, comme s'il était à la fois la mesure de l'horreur et limite de ce qui est représentable. L'une des questions posées concerne le rapport qu'il y a entre penser une victime et penser 6 millions de victimes.
Vous pouvez le voir. De manière sous-jacente apparaît ainsi une sorte de panique de la pensée, confrontée à l'impossibilité de se représenter cette mort à la puissance 6 millions, serait-on tenté de dire. Et cette panique, paradoxalement, amène l'auteur à s'endormir en écoutant une audience. Je suis frappé de stupeur en découvrant que j'ai sombré dans un agréable sommeil en écoutant 6 millions de terribles récits d'agonie. Et voilà la pensée qui, dans mon affolement, me vient. Tuer un homme ou en tuer 6 millions devrait revenir au même. Tuer un homme et en tuer 6 millions devait, quelque part, être complètement différent. Mais jusqu'où était-ce la même chose et d'où à où le sillon infranchissable de la différence se creusait-il? Je n'en avais aucune idée. On peut être tenté de voir dans cette description de l'endormissement, celle d'une expérience de la mort, comme si, par mimétisme, ce qui est raconté entraînait celui qui écoute à reproduire, à réacter ce qu'il entend. Or, Kaiko, si l'on peut dire, ressuscite, effaré d'avoir pu s'endormir face à ces 6 millions de victimes. Mais n'est-ce pas finalement l'impossibilité de penser ces morts et leur nombre qui rend inéluctable de s'endormir, seul échappatoire peut-être pour survivre? Si l'on pensait vraiment ces morts, semble suggérer Kaiko, on ne pourrait que mourir ou en mourir. C'est pourquoi on s'endort, expérience qui est un ersatz de la mort pour ne pas mourir. Tenter de penser ces 6 millions de morts est mortel. Alors, dans cette fuite éperdue du psychisme, c'est la mort même qui se trouve désactivée. Dans le prolongement immédiat de ces lignes, Kaiko explique que si la mort paraît en quelque sorte vivante au moment où parle le procureur, dès lors que les mots ont quitté sa bouche, elle semble se flétrir, dépérir. Les distinctions de la vie et de la mort s'oblitèrent, seule demeure certaine l'envie de dormir. Et c'est pour conclure ce passage que l'auteur se demande donc ce qu'il est venu faire à Jérusalem. On arrive peut-être à penser une mort, mais cette pensée n'est pas extrapolable aux 6 millions. Dans la découverte de cet impensable se perdent alors la possibilité et le droit pour chacune des victimes d'être pensée. Il y a une terrible indifférenciation, un effroyable anonymat qui s'attache aux victimes. On touche là à l'un des points qui ont fait largement débat lors du procès Eichmann en comparaison du procès de Nuremberg, la place des témoignages, donc la place respective des témoignages et des documents. En revenant sur les différences entre les procès de Nuremberg et de Jérusalem, et en comparant les points de vue qu'Arendt défend face à chacun de ces deux procès, Shoshana Feldman souligne que l'accusation à Nuremberg avait décidé d'exclure les témoignages et les témoins et de s'appuyer uniquement sur les documents, alors que contre Eichmann, l'accusation avait décidé de recourir largement aux témoignages et aux témoins. S'appuyant ainsi sur des propos du procureur, Feldman montre que si Nuremberg a apporté une contribution décisive sur le plan du droit international en précisant en particulier la définition même de crime contre l'humanité, c'est le procès Eichmann qui, grâce aux témoins, a marqué la mémoire collective et a contribué à la transmission de l'histoire comme expérience d'événements qui défient la raison. La question de l'anonymat des victimes et du témoignage est donc au cœur du déroulement du procès. Mais la référence constante aux 6 millions de victimes, l'interrogation sur ce qui fait la différence entre une mort et 6 millions, est en relation directe avec cette question, comme le montre aussi en contrepoint l'absence complète dans le propos de Kaiko d'histoires concrètes, voire d'anecdotes, si on peut utiliser ce terme, relatives à l'extermination. Il y a une seule anecdote qui est citée dans l'ensemble du texte à 2 reprises. Kaiko mentionne ainsi un moment de l'interrogatoire d'Eichmann par le procureur, qui brandit à ce moment-là la carte postale sans destinataire qu'un enfant avait jetée par les interstices des planches du wagon qui l'emmenait vers la mort et par laquelle, donc, il appelait au secours. Confronté à cette carte, Eichmann se contentera d'un « c'est terrible, mais c'était les ordres ». Ce silence de Kaiko sur les épisodes concrets de la Shoah est d'autant plus frappant qu'à sa manière habituelle, Kaiko raconte des anecdotes relatives à des gens rencontrés à Jérusalem au moment où il y séjourne. Autrement dit, l'absence des épisodes concrets de la Shoah est un choix d'écriture significatif en tant que tel. Et ce n'est pas un hasard si, de ce point de vue-là, l'épilogue de Sabaki wa Warinu, donc du texte sur lequel je vous propose de réfléchir, s'ouvre précisément sur un rappel de cette anecdote. Voilà l'épilogue. Qu'est-ce donc que ce manque à écrire dont parle Kaiko ? Si on rassemble les éléments épars que livre au fil du texte Kaiko sur sa perception du procès, on peut avoir peut-être une idée de ce qu'il y a vu. Ainsi, il rappelle son incompétence en matière juridique pour insister ensuite sur le fait que son point de vue n'est que celui d'un non-spécialiste. Il parle de shiroto handan, adossé à une sorte de sens pratique et intuitif qui lui permet de se diriger dans la vie courante.
Et en fonction de ce sens pratique, ce procès, selon lui, n'est pas un procès, mais ce qu'il appelle un drame passionné, Jonetsu no Geki. Selon mon sens pratique, ce qui s'est déroulé en 1961 au tribunal provincial de Jérusalem n'était pas un procès, c'était bien plutôt quelque chose qu'on ne saurait nommer autrement qu'un drame effréné des passions. Seules résonnaient et régnaient les voix passionnées des victimes absolues, adressées aux agresseurs absolus, pour réclamer les plus élémentaires des équités et équilibres. Si pour Arendt, la dimension théâtrale était précisément ce qui diminuait la valeur du procès, c'est pour ça qu'elle rejetait la valeur des témoignages. Au contraire, pour Kaiko, ce qui en fait la grandeur, c'est précisément ce qui en fait la grandeur, parce que cette dimension théâtrale montre que ce procès touche à ce qui fait le fondement même du juridique. Mais peut-on alors rendre compte d'un tel procès? Revenons à l'épilogue. À propos des témoignages, Kaiko dit avoir hésité. L'impact que peut avoir sur le lecteur telle anecdote plutôt que telle autre n'est sans doute pas en jeu ici, dans la mesure où, à aucun moment, Kaiko cherche dans ce texte le sensationnel. En nous plaçant dans le prolongement de la question sur l'individualité, il s'agit probablement plutôt ici de l'effet sur son écriture, de ce même effarement devant le nombre des 6 millions, qui d'une certaine manière rend impossible toute individuation et donc toute pertinence de récits individuels, quelle que soit leur valeur, pour ainsi dire, littéraire. La dernière phrase de l'épilogue, l'idée qu'il ne servirait de toute manière à rien d'écrire plus, pourrait s'expliquer ainsi, dans la mesure où Kaiko aurait perçu l'impossibilité de parvenir à dire ce qui est au cœur même du procès de la Shoah. En ce sens aussi, on ne peut être que frappé par la proximité de ce qu'écrit Kaiko dans cet épilogue et de ce que disaient beaucoup des rescapés des camps, qui refusaient de parler parce qu'on ne les aurait pas crus et aussi parce que de toute façon leurs mots ne parviendraient jamais à dire la réalité de leur expérience. Et pourtant, ce texte qu'il conclut en exprimant sa conscience qu'écrit en l'occurrence est vain, Kaiko l'a bel et bien écrit. Dans un débat intitulé Eichmann Saiban no Imi, donc signification du procès Eichmann, publié en décembre 1961, Kaiko dit que les Japonais ont à apprendre de ce procès. Donc, vous avez là la citation. Je lis juste la fin. À toutes sortes d'égards, nous avons l'oubli facile. La démocratie, nous faisons mine de savoir ce que c'est, mais nous ne débattons jamais vivement, alors que, voyez l'Europe, ils n'arrêtent pas de discuter encore sur les principes. Qu'est-ce que la démocratie? Et sur ce point, je crois que nous avons beaucoup à apprendre. Et plus loin, le Japon actuel reproduit une sorte d'ambiance de Weimar, et si surgissait là-dessus un personnage charismatique, je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller sur le plan international, mais sur le plan intérieur, ça risque d'aller assez loin. Que faire contre ça? Qu'opposer à ça? Il faut y réfléchir. Il y a très peu de références au Japon dans le texte de Sabaki wa Warine, et il est à tout le moins discutable de lire dans ce texte une critique même indirecte du Japon de l'époque, d'y voir une allusion au procès de Tokyo ou aux procès qui n'ont pas eu lieu, d'y projeter un appel à un travail de mémoire. Mais si le texte a été publié en 1962, nous le lisons aujourd'hui, donc plus de 50 ans plus tard. Il fait partie de cette histoire qui fait retour dans l'actualité ces derniers temps, et particulièrement d'ailleurs cette semaine. Dans le débat de 1961, Kaiko formule à l'égard de ses contemporains un appel à la vigilance et à la réflexion critique. Peut-être avait-il le sentiment en 1962 qu'il était vain d'écrire plus, mais certainement en réponse, pouvons-nous penser donc que, bien au contraire, aujourd'hui, il n'est pas vain de le lire et de le lire encore, à la fois bien sûr pour continuer à réfléchir sur le procès Eichmann et la Shoah, mais aussi pour entendre les mises en garde de Kaiko à l'égard des exigences de la démocratie. Merci beaucoup.